citation de Flaubert par laquelle je commencerai, il réagit à l'envoi par Zola de son dernier roman, Une page d'amour, en 1878, en lui disant « Vous êtes un mâle, mais ce n'est pas d'hier que je le sais ». Et dans la même lettre, il lui prédit aussi, avec ce roman, un grand succès de femme. C'est sans doute ce que Zola a cherché en écrivant cette histoire qu'il qualifie lui-même d'un peu popote, un peu Jean-Jean, destinée à surprendre un public qui vient de crier en lisant l'Assommoir. Car Zola raisonne très tôt en fonction de son lecteur et de l'effet qu'il veut produire sur lui. Cette prise en compte du public et l'élaboration de stratégies destinées à le conquérir s'expriment ainsi dès 1868, lorsqu'il affirme dans ses notes générales sur la nature de l'œuvre, qui est un texte préparatoire au Rougon-Macquart, sa volonté de, je le cite, « faire fort le plus possible ». Ne pas oublier, ajoute-t-il, qu'un drame prend le public à la gorge. Il se fâche, mais n'oublie plus. Lui donner toujours, sinon des cauchemars, du moins des livres excessifs qui restent dans sa mémoire. L'affichage, dans ses notes générales sur la nature de l'œuvre, d'une visée généraliste, il s'agit du public en général, n'empêche pas Zola de réfléchir très tôt aussi à son destinataire et à sa destinataire et à leurs attentes respectives. Car si l'on veut genrer l'esthétique zolienne, telle qu'elle s'affirme dans les articles du jeune journaliste des années 1860, puis s'affiche dans le roman expérimental paru en feuilleton, je le rappelle, dans le Voltaire, en parallèle avec le feuilleton Nana, comme une sorte de jeu d'écho, force est de constater que Zola pense constamment son esthétique comme virile. Et ce, d'abord, et je dirais assez platement, parce qu'il la fonde sur l'autorité de la science, la médecine expérimentale de Claude Bernard. Des formulations telles « J'adresserai à la jeune génération littéraire qui grandit ces grandes et fortes paroles de Claude Bernard, « Je n'en connais pas de plus viril », sont assez révélatrices d'une position idéologique qui entend arracher la littérature à l'idéalisme, au lectorat féminin et à tous les chercheurs de « pourquoi ». Ensuite, Zola prétend hanter son esthétique sur un tempérament, l'œuvre étant, je le rappelle, dans ce fameux article sur Courbet et Proudhon, un coin de la création vu à travers un tempérament. Et il définit toujours, là encore, la littérature à travers la catégorie de la force, terme récurrent chez lui. Lorsqu'il aborde les écrivains des nerfs, que sont les frères Goncourt, ses premiers modèles revendiqués, il ne peut s'empêcher de s'en distinguer, dès 1868, en opposant leur finesse d'analyse, qui morcelle et brise, à la composition en grande scène fouillée qu'il veut faire. Il entend écraser ce qu'il nomme des amateurs d'exception par ce qu'il appelle, lui, la masse, par la longueur des chapitres, l'haleine de passion et la marche logique, de telle sorte qu'on n'osera m'accuser de les imiter. Les termes de masse, de force, renvoient bien à ce qui pourrait être une poétique virile du roman, qui délaisserait donc l'étude clinique abordée par les deux frères dans Germigny-Lacerteux et imitée par Zola dans Thérèse Raquin en 1867, pour se consacrer à un projet de plus vaste ampleur qui sera l'histoire d'une famille. Le premier problème que rencontre Zola, c'est celui du roman et d'abord du mot roman. Ça sera mon premier point. Ce mot de roman ne va de toute évidence pas de soi pour Zola. Il préfère volontiers, et on l'a vu dans la citation des notes générales sur la nature de l'œuvre, celui de drame. Il se dit volontiers partagé entre, je cite, le cantique et la satire. Il choisit dans ses travaux critiques les mots d'étude, de procès-verbal, de document humain, contre celui de roman qui connote une idée, je cite Zola, de conte, d'affabulation. Tout ce qui relève de la convention romanesque est ainsi condamné au nom de l'enquête, autre mot important, et de la vérité. Le romancier est, je cite Zola, un greffier qui se défend de juger et de conclure.
Il est impersonnel, il ne doit exprimer nulle émotion, car une œuvre émue pourra ne chatouiller que le sentiment d'une époque, tandis qu'une œuvre vraie sera éternelle. Écrivain agénérique, cherchant un vocabulaire littéraire du côté des sciences, de l'histoire ou du droit, dans tous les cas en dehors de la littérature, qui lui permettent donc de définir la littérature naturaliste. Pourquoi ce dédain du roman chez un romancier dont les maîtres en littérature sont justement des romanciers, Balzac, Flaubert, les Goncourt? Sans nul doute, et ce sera donc l'hypothèse qui sera la mienne aujourd'hui, car le public du roman est féminin. Le premier problème que pose en effet le roman à Zola est cette lectrice à la main blanche à laquelle s'adresse non sans ironie le narrateur du Père Goriot. Car il partage avec les Goncourt et Flaubert la conception d'une littérature qui brutalise son lecteur et défend une esthétique qui assimile vérité et refus des conventions romanesques. Associant le goût pour l'affabulation et le primat de l'émotion au lectorat féminin, Zola compte donc sortir la littérature des divisions génériques, puisque les étiquettes qu'elles imposent aux objets littéraires contribuent à les genrer. Tout ce qui relève en somme de la propension au rêve, de l'exaltation sentimentale et qui appartient génériquement au roman, au conte, à l'utopie, à la pastorale, à la fantaisie, serait féminin, quand l'étude, l'essai, le traité, l'histoire, qui en appellent à l'intelligence, mobilisent le savoir du lecteur ou l'aident à acquérir de nouvelles connaissances, serait masculin. On comprend donc pourquoi Zola se tourne d'abord vers l'histoire et vers la science médicale. C'est se placer d'emblée dans le cadre d'une approche scientifique dans laquelle Balzac lui-même, tout spécialiste des espèces sociales qu'il se prétend, sera dépassé, car l'auteur des Rougon-Macquart va mettre au jour, lui, le lien, je cite la préface de La Fortune des Rougon, qui conduit mathématiquement d'un homme à un autre homme. Pas de romanesque dans tout cela, n'est-ce pas ? Afficher un projet aussi sérieux, c'est bien congédier la lectrice, d'ailleurs jamais ciblée dans les préfaces et volontiers représentée dans la narration comme incompétente. Les lectrices des Rougon-Macquart pratiquent toutes des lectures héroïques. Et de quels romans ? Des romans de George Sand, de Walter Scott ou de Dickens, pour tomber inévitablement dans les bras de leurs voisins de palier ou rejoindre dans un entresol le médecin qui soigne leur fille. Les nouveaux lecteurs, femmes, adolescents, ouvriers, sont bien chez Zola des victimes du livre. C'est, je cite de nouveau le roman expérimental, l'idéal qui jette la jeune fille au bras du passant, c'est l'idéal qui fait la femme adultère. Les romans et drames romantiques ne font rien d'autre, écrit Zola, que draper les raffinements les plus honteux de la débauche, les insanités les plus stupéfiantes de la chair et de l'esprit, lorsque les romans naturalistes, eux, ne corrompent pas. La vérité, ajoute Zola, n'égare personne. Si on l'épargne aux enfants, elle est faite pour les hommes, et quiconque l'approche en tire un profit certain. On croit avoir déjà lu tout cela, quelque part, avant et après 1948, sous la plume de ces critiques conservateurs, dont on a parlé ce matin, qui attaquèrent le feuilleton roman, Alfred Nettement, Charles Manche de Loine, etc. On assisterait donc, deuxième point, à une sorte de retour vers le passé. On sait en effet combien les critiques anti-romantiques des années 40 stigmatisent l'effémination que doivent produire sur le lecteur aussi bien le drame romantique que le feuilleton de Gensu. Pour Zola aussi, la littérature romantique est une littérature féminine. Exaltation des passions, stylistique de l'antithèse, rhétorique de l'emballement, ne parle pas à la raison mais à l'imagination et au sens. Car plus que sur des questions de composition et d'intrigue, c'est sur la rhétorique, sur cet excès passionnel, cet emballement permanent qui caractérise le discours des personnages, leurs actions, les tours de force du narrateur, que s'attarde le critique Zola. Toute la théorisation zolienne se veut une arme de guerre contre l'édifice romantique qui fait des lecteurs, des enfants et des femmes, déployant chez eux les puissances du rêve contre lesquelles le cycle zolien se construit
dans un constant rappel à la réalité. De même, le discours conservateur du mi-temps du siècle attaque la littérature romantique parce qu'elle s'adresse à l'imagination du lecteur dont elle ne cesse d'aviver l'insatisfaction. Elle parle à la femme en l'homme et fait donc de tout lecteur une lectrice. La représentation de héros forts dans la littérature romantique qui protègent de frêles héroïnes et les aident à trouver leur voie, Rodolphe dans Les Mystères de Paris face à Fleur de Marie et à Clémence d'Harville par exemple, concourent à placer ce lecteur, qui est en fait une lectrice, dans une position de soumission face à un tout-puissant seigneur, double évident, double métapoétique de l'écrivain. Cette analyse met au jour une poétique romanesque qui programme donc la place, mais aussi le sexe de son lecteur, en même temps que la relation que l'auteur entretient avec lui. Accusée de déviriliser le lecteur, cette littérature sait de plus éveiller chez lui le sentiment de l'injustice de son sort et par là l'inciter à la révolte. La féminisation ne signifie donc pas la mollesse et l'énervement, ou pas seulement. Cette littérature éveille en effet chez le lecteur cette insatisfaction qui l'engage dans la voie de la révolte. En faisant donc des filles tombées des anges de vertu et des aristocrates de méchants pervers, romans feuilletons et drames romantiques démoralisent et mettent à bas les hiérarchies sociales. Madame Bovary, en un sens, est comme la réalisation ironique d'un tel discours ramené à la sphère domestique. Emma ne dresse sans doute pas de barricade, elle ne fait pas la révolution de 1948, mais elle concentre tous les effets nocifs de la consommation excessive de littérature romantique, adultère, endettement, un vrai pied de nez que fait la Flaubert à Alfred Nettement, Charles Manche de Loane et consorts. Or, si Zola reprend l'argumentaire de la critique conservatrice, c'est en quelque sorte sans l'ironie flaubertienne. La lecture de romans qui placent au centre des individus et leurs sentiments conduit inéluctablement la jeune fille à la faute et la femme mariée à l'adultère. Le roman expérimental le dit, l'œuvre romanesque l'illustre. Entre le discours critique donc et ses illustrations romanesques, l'œuvre zolienne semble donc bien exclure la lectrice. Elle lit toujours des romans jugés sentimentaux et démodés, elle les lit mal, elle se précipite sottement dans les bras du premier venu. Et d'ailleurs, quand c'est une jeune fille raisonnable et saine, elle ne lit tout simplement pas de romans. Sans nul doute, comme l'a montré dans sa belle thèse Fleur Bastin et Larry, Zola élabore ce qu'elle a appelé un roman viril et s'adresse d'abord à un public masculin qui partagera d'ailleurs les valeurs positivistes et anticléricales et sera en complicité ironique avec l'écrivain. Mais comment dès lors parler à tous si l'on ne parle pas aussi à elle ? Zola, et la critique s'est plu très tôt à le souligner, a su exploiter toutes les ficelles romanesques et mélodramatiques. Si dans le premier volume de la série, La Fortune des Rougon, il combine idylle et satire, contes grecs et récits du coup d'État, comme s'il percevait déjà bien la nécessité non tant d'un roman agénérique que plurigénérique, c'est ensuite de façon beaucoup plus savante qu'il va travailler non tant à marier des genres différents, mais à les tordre en reprenant des structures pour en modifier les attendus ou en intégrant des scènes topiques dans une trame réaliste. Ces différents types de torsions sont la marque du romancier accompli qui sait récupérer tout le matériau disponible pour faire avancer la machine narrative et séduire au-delà du lecteur démocrate, lecteur viril donc. C'est à quelques-unes de ces récupérations donc que je vais m'intéresser. La première de ces récupérations consiste bien sûr à jouer sur les deux tableaux. En bon réaliste, Zola ne peut reprendre un topos romanesque sans s'adresser ainsi en quelque sorte à deux lecteurs. Celui ou celle qui pratiquera la lecture héroïque et celui qui décèlera la distance parodique et l'éventuelle cacophonie générique ainsi produite. Ainsi, il recourt volontiers au topos météorologique, de préférence à l'incipit.
Je prends l'exemple de l'œuvre, parue en 1886, qui s'ouvre par un orage, la nuit, une jeune fille égarée dans l'île de la Cité, abritée sous une porte cochère. La joie de vivre, 2 ans plus tôt, s'ouvrait aussi sur une tempête, alors qu'une mère de famille et la petite orpheline qu'elle était partie recueillir rentraient de Paris dans la nuit très sombre. Si la joie de vivre joue ainsi ensuite la carte de la scène de genre, la famille est réunie sous la lampe, tandis que la pluie bat les vitres avec un bon gros chien qui pose sa tête sur les genoux de la petite fille, l'œuvre use de l'orage à des fins à la fois plus efficaces sur le plan narratif. C'est parce que la jeune fille a peur des éclairs qu'elle s'est réfugiée sous la porte cochère après avoir erré dans Paris et qu'elle va donc rencontrer le personnage principal. Et plus ironique aussi, puisqu'il s'agit également donc d'une scène de première vue qui compile ainsi 2 topoi et réalise donc en quelque sorte, ironiquement, un coup de foudre à la fois en réalité et entre les 2 personnages. La scène d'aumône constitue un autre moment de cette topique emprunté à la fois au roman social et au roman bien-pensant. On en sait le rôle dans les mystères de Paris, mais aussi dans les romans honnêtes. Plusieurs romans du cycle des Rougon-Macquart se plaisent ainsi à représenter la femme charitable. Une page d'amour, en 1878, montre ainsi Hélène au chevet de la mer Fétu, où elle retrouve, comme par hasard, le docteur de Berle, lui aussi en train de faire ses bonnes œuvres. Dans La joie de vivre, Pauline habille et nourrit les petits misérables de Bonneville qu'elle réunit dans la cuisine de la demeure. L'argent représente différentes formes de charité à plus ou moins grande échelle. C'est à chaque fois l'occasion de la part de l'écrivain d'une rhétorique effusive dont les termes « oh les pauvres, les petits malheureux », la tonalité exclamative, les aposiopèses indexent un pathétique de convention. Mais c'est toujours subrepticement ce que se glissent des indices d'ironie. La mère Fétu est une très grosse femme hydropique. Elle est justement pleurarde des sournoises, se plaît au jeu de l'entremetteuse, vaguement maquerelle entre le bon docteur et la jeune veuve. Pauline soigne des enfants qui sont alcooliques, scrofuleux, rachitiques, incestueux, vicieux et présente comme un panorama caricatural des tares de la misère dans une sorte d'auto-textualité parodique. La princesse d'Orvieto dans l'argent cherche avant tout à se débarrasser de sa fortune sans se soucier de la distribuer au mieux. Autrement dit, ces mises en scène de la femme charitable sont toutes plus ou moins discrètement fêlées. Le personnage de la jeune fille, cette jeune première sur laquelle Zola ne cesse de se pencher, fait l'objet d'un traitement également ironique. Sauvageonne présentant un défaut de socialisation initiale, ses miettes dans La fortune des Rougon, oligophrène, c'est Désiré Mouret dans La faute de l'abbé Mouret, phthisique et jalouse, c'est Jeanne dans La joie de vivre, belle fille saine, mais qui a ses règles tout le temps, selon les mots d'Edmond de Goncourt, c'est Pauline dans La joie de vivre, nièce rêveuse et docile à son oncle savant, c'est Clotilde dans Le docteur Pascal. Mais le personnage de la jeune fille est surtout l'objet central du rêve, roman qui veut être, Zola l'indique dans l'ébauche, un nouveau Paul et Virginie. Je voudrais faire, écrit-il, un roman qu'on n'attende pas de moi, qui entend y mettre, je le cite toujours, la vie telle qu'elle n'est pas, telle qu'on la rêve, tous bons, tous honnêtes, tous heureux, une vie idéale telle qu'on la désire. Ce programme de romans honnêtes, qui regarde aussi du côté de la littérature pour jeunes filles catholiques, à la Zénaïde Fleuriot, est comme le défi que se lance Zola, écrire un roman, je le cite, qui put être mis entre toutes les mains, même les mains des jeunes filles. Ce qui suppose bien sûr un vaste programme de travestissement du programme naturaliste. Il s'agit d'abord d'un conte, d'une jeune fille, d'un prince charmant, le tout dans une fabrique médiévale où les récits de la légende dorée peuplent les rêves de l'héroïne, qui se prend pour Sainte Agnès et qui voit dans son jeune amant Saint Georges. Le sous-texte est pourtant beaucoup moins clair. Il est à la fois héréditaire et érotique. Angélique est la fille de Sidonie. Sa mère l'a abandonnée sur les marches d'une église. Elle est passée par l'assistance publique. Elle est victime d'un sang obscur
c'est bien une Rougon, qui la voit plonger dans de brusques colères, comme Jeanne, comme Pauline. Autour d'elle s'élabore toute une réflexion sur l'influence du milieu comme pouvant modifier la tare originelle que Zola déplace habilement dans le champ religieux autour des notions de grâce et de péché. Mais Angélique est aussi l'objet des rêveries d'un romancier qui imagine dans les avant-textes l'amour d'un quadragénaire, Zola lui-même, qu'il pourrait ressentir pour une jeune fille de 16 ans. J'avais donc trouvé ceci, écrit-il dans l'ébauche, un homme de 40 ans, n'ayant pas aimé, jusque-là dans la science, et qui se prend d'une passion pour une enfant de 16 ans. Celle-ci l'aimant, et croyant l'aimer, tout l'éveille. Et puis, prise pour un jeune homme, parent du quadragénaire, et la jeunesse avec la jeunesse, les souffrances du quadragénaire, et à la fin, il cède, il donne la jeune fille au jeune homme. Cette pureté parfaite dans ce qui se veut un conte bleu est donc plus un effet de lecture recherché, semble-t-il d'ailleurs manquer, si l'on en croit la critique contemporaine qui vit clair dans ce conte bleu, qu'une donnée narrative, l'accumulation même d'épisodes référant à la blancheur, faisant signe vers la pureté, toute la topique du conte, les rituels religieux, la lessive, etc., ne semblant in fine que destinée à gazer le désir qui est au fond de cette fable. Le rêve offre sans doute l'exemple le plus radical de cette torsion que je cherche à mettre au jour. Tout le récit est un piège dont le contexte, Zola vient de publier La Terre, dont on connaît la polémique, et il prépare La Bête humaine, dont le contexte donc rend bien sûr la corde un peu grosse. On voit en tout cas à quel point Zola, désormais fort de son succès, explore de nouveaux territoires romanesques dans le but de plus en plus clair de farcer son lecteur et surtout sa lectrice. Il s'agit bien de tordre les genres. C'est en particulier net dans L'Argent, roman de la bourse portant sur des questions économiques complexes, ennuyeuses, arides, qui nécessitent en quelque sorte, à contrario, un développement romanesque maximal. Zola joue dans L'Argent de schèmes issus du roman social pour en bouleverser les attendus, cherchant à éveiller chez le lecteur à la fois l'identification de personnages types, la méchante Méchin notamment, la bonne dame d'œuvre, la pitoyable Caroline, ou de situations, l'enfant perdu et retrouvé, c'est entre autres l'histoire des mystères de Paris, mais bien d'autres, ou encore le testament signé par un vieillard en faveur d'une jeune fille. Mais ces topoi, il les modifie de manière outrancière. L'enfant retrouvé est un assassin en puissance, c'est le criminel né selon Lombroso. Le vieillard qui a testé en faveur d'une jeune fille l'avait débauchée, elle a dû ensuite rouler de bordel en bordel et est morte d'une vilaine maladie. Tout le roman est ainsi tordu comme si les structures et enveloppes en étaient reprises pour se voir injecter d'autres valeurs qui sinon sont simplement retournées contre elles-mêmes. Les situations les plus morales dans la littérature feuilletonesque sont en effet rendues presque méconnaissables puisqu'elles exposent presque toujours la plus grande immoralité. Curieusement ainsi, la Méchin incarne à la fois la justice terrestre qu'elle cherche à faire triompher. Elle va dévoiler en effet que Saccard a quand même violé sur une marche d'escalier, rue Saint-Jacques, une pauvre fille qui en est d'ailleurs demeurée estropiée, qui s'est ensuite prostituée, qui est morte sans avoir pu mener à bien l'éducation de son fils, qui a donc très très mal tourné. Quant au vieux comte qui a testé en faveur de cette jeune fille, le comte de Beauvilliers, pour obtenir les faveurs d'une domestique, il lui a signé une promesse de 10 000 francs et cette fille a ensuite roulé à la prostitution. La Méchin est donc à la fois une incarnation de la justice terrestre qui incarne en quelque sorte le châtiment qui s'abat justement sur les coupables, mais elle est aussi une vraie méchante de mélodrame. Reine de l'intrigue, détentrice des secrets, elle est à l'évidence par là même un double du romancier, alors qu'elle rappelle constamment au lecteur le personnage redoutable de la chouette dans Les Mystères de Paris. Zola récupère donc un emploi du roman populaire, La vieille sorcière, ou plutôt deux, à la fois la figure positive du justicier, qu'il féminise donc, et la méchante vieille femme au physique terrifiant, pour les mélanger, inventant ainsi un personnage à la fois familier et inquiétant.
Pas de filles de joie vertueuses, pas de petits orphelins innocents chez Zola. Mais la situation récurrente, celle-là même identifiée dans les feuilletons des années 40, d'un homme fort et séduisant, mais à la moralité plus que suspecte, Saccard, protégeant des créatures fragiles, la mère et la fille Bollivilliers, Madame Caroline, ou la princesse d'Orvieto, les enfants recueillis à l'œuvre du travail, et en même temps, cet homme fort et séduisant est en lutte avec la justicière, qui est cependant une criminelle. On peut donc se poser la question des raisons pour lesquelles Zola entreprend ce programme d'hybridation générique en inventant finalement et en se renouvelant, pour ainsi dire, à chaque fois, une fiction à la croisée des fictions. Il apprête en effet tous les topoïs du roman idéaliste à la sauce réaliste, avec une outrance qui nous paraît aujourd'hui le signal ironique du détournement. Plus il en fait dans le bleu, c'est le rêve, ou dans le noir, c'est le sensationnalisme fait diversier ou l'autocitation, plus son lecteur doit-il déceler la ruse. Et la méchin fait aussi entendre le mot de mécané, la ruse. On pourrait interroger de façon comparable l'autre roman de l'argent qu'est Au bonheur des dames, où se trouve reproduite la relation du héros viril et de la frêle héroïne, avec sans nul doute la même roublardise foncière. Parler à tous, donc, implique aussi peut-être parler comme tous. Le poids du fait divers et de son style se fait de plus en plus sentir dans les romans zoliens. Or, la presse est devenue justement de plus en plus généraliste depuis les années 1860, mais le mouvement de la presse à un sou s'est bien sûr accentué à la fin des années 80. Le journal, désormais, peut bien tomber entre toutes les mains, et parfois même entre les mains pures des jeunes filles de la meilleure société. L'exemple se trouve dans Chérie d'Edmond de Goncourt. Le modèle journalistique, ou plus exactement le croisement des discours et fictions qu'une page de journal expose, devient à l'évidence prégnant. Dans le premier chapitre de l'Argent, on trouve ainsi une chronique sur le restaurant Champeau, fréquenté par les hommes de bourse, la présentation de ce que sont les haussiers et les baissiers en argot financier, un exposé de la théorie de Marx, les intrigues en cours entre Bouche et la Méchin, une longue description de face en surplomb par l'arrière de côté du bâtiment de la place Beauvau. C'est bien là que se brouillent les genres, informatifs et fictifs, en même temps que le lecteur se fait indistinct, hommes et femmes tout à la fois. Ce décloisonnement générique que crée la presse accompagne en effet une libération à l'égard des carcans genrés, à une époque où les lois scolaires, la création de l'École normale supérieure de Sèvres, la loi Naquet, modifient sensiblement la position de la femme, ou plus exactement, la perception de la place qu'elle doit occuper dans la société. Écrire en 1887 un roman qui pourra être mis entre toutes les mains, y compris celles de jeunes filles, refaire Paul et Virginie, roman qui figure dès 1853 dans la bibliothèque des chemins de fer dont il ne sortira pas, comme Zola le souhaite dans L'ébauche du rêve, ne fait pas de ce dernier roman cependant un volume de la Bibliothèque rose, loin s'en faut, et aucun roman de Zola ne sera jamais dans les bibliothèques de gare, Hachette. Le mouvement de spécialisation de la littérature, et en particulier l'émergence de sous-genres romanesques, affecte la littérature populaire, en particulier celle destinée à la jeunesse, lorsque le roman de Meur, lui, s'impose comme un modèle mainstream qu'on peut en effet, dans lequel on peut faire des sous-catégories, comme on l'a bien vu ce matin, mais un modèle qui cependant traverse aussi bien alors la littérature boulevardière que naturaliste, que psychologique et même que décadente. S'observent donc deux orientations contradictoires dès lors qu'une cible est nettement visée ou qu'il s'agit de paraître en feuilleton dans la presse généraliste ou dans le Gil Blas. Le dédain pour le roman affiché par le jeune Zola et reformulé dans l'ouvrage théorique de 1880 n'est plus de mise dès lors que le genre romanesque est devenu identifiable à la littérature et ne vise plus un lectorat féminin que lorsqu'il l'affiche explicitement, puisqu'il existe désormais une littérature pour femmes ou pour jeunes filles étiquetée comme telle. C'est précisément dans les années 1880 que Zola renoue avec l'univers de ses premiers contes, les contes à Ninon, qui avaient paru en 1864, pour écrire Au bonheur des dames, 1883,
puis le rêve, avant de se lancer dans les 3 villes et les évangiles. Il semble ainsi se consacrer décidément à séduire les femmes, comme s'il s'agissait pour lui d'accepter le plaisir de l'écriture, contre ces images du labeur, du travail, constamment valorisées par ailleurs dans la correspondance, le discours critique et le métadiscours de romans, comme dans l'œuvre, comme s'il s'agissait de laisser parler en lui la lectrice, celle qui, la première en lui, doit découvrir son récit et s'y laisser prendre. La lecture des dossiers préparatoires, bien avant Au bonheur des dames, dans lesquels s'amoncellent épouse invalide et délaissée, dans Nana, incendies et sauvetages avec double adultère, La joie de vivre, coups de pistolet et crimes passionnels, La curée, sont là pour prouver que Zola alimentait depuis longtemps les attentes de la lectrice en lui, son premier lecteur en somme, dans le silence du cabinet de travail. Comme si, et une lecture psychanalytico-féministe que je n'engagerai pas, je vous rassure, Zola parlait ainsi en lui à cette lectrice contre laquelle toute son œuvre officielle ou émergée s'était construite. Si le roman honnête s'adresse fréquemment à sa lectrice, et toujours sur le ton de la flatterie, fût-ce ensuite, je m'appuie sur Jean-Marie Seillant, pour la fustiger d'avoir cédé à la tentation de l'adultère et lui imposer de le payer d'un terrible châtiment. Le roman naturaliste, tout au contraire, semble d'abord la mettre à la porte, ne s'adressant de la sorte qu'à un public masculin et éclairé. Cependant, Zola cherche constamment à élargir son lectorat, car il veut être lu par tous, d'où une stratégie de récupération à la fois de procédés et structures feuilletonesques, de topoi de la littérature idéaliste, procédés matois qui sollicitent l'intelligence de son lecteur éclairé, mais peuvent aussi contenter le nouveau lecteur qui apprécie le romanesque des péripéties et des sentiments exaltés. Participant d'un courant général faisant du roman le genre total, sorte de creuset où tous les modes littéraires s'abîment et se refondent, Zola finit par accepter le romanesque, au point de se passer tout à fait de l'ironie, et même par prendre plaisir à ce qui relèverait de la pure fiction héroïque, cette fiction contre laquelle, il faut le lui reconnaître, il se sera pourtant longtemps battu. Je vous remercie.